Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand JT des territoires de l'été. Chaque édition, nous vous proposerons les meilleurs reportages magazines de cette saison. Voici d'ailleurs le premier reportage de cette édition. Du vin au milieu des huîtres. Ces bouteilles de muscade de Fitou ont reposé toute l'année, englouties au fond du lac de Leucate, blotties contre ces coquillages et bercées par l'onde des vagues. On a immergé ces bouteilles il y a pratiquement 10 mois. Et donc sur les tanks de Leucate, donc sur les parcs à huîtres, c'était dans des pochons à huîtres. Et l'idée maintenant, c'est amener une évolution. Et on va avoir ce côté iodé, on va avoir ce côté finesse aussi qui va apparaître. De retour au vignoble, Laurent découvre enfin le résultat de ces 10 mois d'immersion. Si la robe est similaire, le nez du vin immergé est plus développé, avec un parfum d'écorce d'orange particulièrement marqué. On est bien sur un vin blanc de macération, on est bien sur un cépage, le muscat, mais ce qui m'amuse aussi, c'est que ce cépage amène des notes d'agrumes. Ce vin a suffisamment cohabité avec les huîtres pour que leur union soit consommée. Le mariage du mets et du vin sera ici sublimé par la cuisine du chef étoilé catalan, Paul Borrell. On a fait des petites billes de concombre qu'on va ajouter sur l'huître. L'expérimentation, elle se fait déjà par une expérimentation sur un échange entre artisans humains. On a un éleveur d'huîtres, un ostréiculteur, on a un vigneron, on a un cuisinier. Du vin et des huîtres, anoblis par la gastronomie. Et voici une triple alliance de toute élégance. En Martinique, le rhum se transporte parfois en voilier. Une fois par an, le Très Sombresse, un navire impressionnant, fait escale au large de l'île pour récupérer des milliers de litres de rhum. Comme dans le temps, les fûts sont poussés sur la plage et acheminés à la nage jusqu'au bateau. Un chargement sportif suivi d'un voyage de 5 mois en mer. Un très beau reportage de Maxime Lequeux pour Via ATV. Regardez. 10h du matin, on s'active à la distillerie La Favorite. Après plusieurs mois de préparation, la cuvée est prête pour un long voyage. Alors on est en train d'embarquer les fûts, nous avons 12 fûts à charger. Nous allons charger 6 dans ce camion-là et 6 autres dans un autre. Leur destination, le Très Sombresse. Un fameux 3-mâts, ancien démineur dans les années 1940, réhabilité en 2007 par 3 frères hollandais. Pour y accéder, il faut d'abord faire rouler chaque tonneau un par un jusqu'à la plage. L'opération se déroule devant des touristes captivés par l'événement. C'est intéressant, surtout que c'est la première fois que j'y assiste et voir toute cette manifestation avec autant de fûts, ça donne envie. Comme dans le temps, les fûts sont ensuite poussés à la nage jusqu'au bateau. Petite promenade de santé. Facile. Tout le monde peut y participer, à condition de savoir nager durant 50 longues minutes et de bien choisir son équipe. Les fûts sont ensuite chargés et placés minutieusement dans les cales par l'équipage. Ils rejoignent ceux déjà récupérés aux Canaries et à la Barbade. Au total, ce sont 15 000 litres de rhum qui s'apprêtent à devenir uniques au monde. Le vieillissement se fera durant les 5 mois de traversée, au gré des vagues et des embruns, et sans moteur. Ils ont juste besoin de quelques mots, mais les quelques mots sont importants. Là, on vient juste de m'en demander, mais il n'y a même pas quelque chose d'auxiliaire, un petit moteur intérieur? Non, il n'y a pas. Ça a été remplacé par les couchages des officiers, des chefs de quart. Le principal, c'est déjà pas polluer en mer. Et après, de vivre aussi calmement. Enfin, moi, mon point de vue, c'est voici de vivre calmement en mer et de ne pas embêter tout ce qui est cétacé en prenant le temps du vent. Direction la Savoie dans ce journal. C'est un grand moment pour les producteurs, mais aussi pour les troupeaux. Avec le retour des beaux jours, les vaches quittent leur étable et montent en alpage. Une période dite des 100 jours, durant laquelle les éleveurs peuvent se consacrer à l'entretien de leurs exploitations. Nous sommes allés dans les hauteurs du Beaufortain, en Savoie. Chloé Lemeur pour notre partenaire 8 Mont-Blanc sur place. Ce matin-là, le massif du Beaufortain s'est animé au son des cloches. Comme chaque année, le groupement pastoral de Plan-Pichu déplace ses troupeaux sur les hauteurs de la vallée à l'occasion de la montée en alpage pour la saison estivale. Un moment toujours très attendu par les éleveurs des 10 exploitations réunies. La montée en alpage, chaque année, c'est des prises de décision importantes pour leurs montagniers, le jour, la date. Donc tout le monde se met en accord pour pouvoir faire cette montée. Et voilà, c'est un moment qu'on attend tous, un moment qui est convivial. C'est des pratiques ancestrales, donc déjà d'un point de vue entretien du paysage, entretien du territoire.
C'est quand même, on défend, je veux dire, un fromage AOC, donc voilà, ça fait partie de la culture locale. Au total, près de 450 vaches se suivent à la file indienne. Elles sont ensuite réparties selon différents secteurs. Elles se répartissent en fonction de l'altitude de la pousse de l'herbe et elles se répartissent aussi en fonction de leur date de vélage. On essaye de faire 3 troupeaux équitables en production et en stade de lactation pour avoir des troupeaux homogènes en production. Une fois installés sur leur parcelle, c'est désormais l'heure de se régaler avec une herbe bien fraîche. Et c'est en compagnie de leurs gardiens, les bergers, qu'elles pourront continuer à profiter de ce repas gourmand durant 5 mois. C'est cet après-midi, après une pause bien méritée au chalet de l'Alpage, que l'équipe commence la première traite estivale. Pour certains, c'est d'ailleurs une première et l'expérience s'avère plutôt formatrice. C'est un peu stressant parce que toutes les vaches sont différentes, tous les éleveurs font différemment et tu le sens, les vaches elles sont pas habituées à comme ci, comme ça, du coup il faut s'adapter. Après 2h30 de traite sur les 3 troupeaux, il est enfin temps d'acheminer le lait en direction de la fromagerie. C'est ici qu'il sera transformé 2 fois par jour en Beaufort d'été, avec au total une fabrication de 1200 à 1300 fromages de caractère sur la saison estivale. Le moustique tigre est de retour, notamment en Gironde. Pour y faire face, la commune de Talence a mis en place un piège à larves public. C'est une première en France. Regardez ce reportage de notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest sur place. C'est main dans la main que la commune de Talence et le centre de démoustication de Bordeaux Métropole ont construit ce qui serait le premier piège à larves public de moustiques tigres de France. Ce piège pondoir donc, est équipé d'un plastique, d'un revêtement fin plastique rempli d'eau, sur lesquels on dispose donc des carrés de polystyrène sur lesquels les moustiques tigres, s'il y en a, les femelles moustiques tigres vont venir pondre. Le but, observer l'évolution de la population de moustiques tigres à Talence dans la zone du parc Pexoto précisément et lutter contre sa prolifération en piégeant les larves dans les cubes de polystyrène. Ce premier prototype a été dessiné par Stéphane Delgado, conseiller municipal à Talence. On est acharné contre le moustique, c'est surtout l'ennemi public numéro 1 de tout le monde, de mars à octobre, puisqu'il y a des gens, des habitants qui nous disent qu'ils sont prêts à vendre leur maison pour lutter contre le moustique. Donc notre enjeu est de taille. Il faut savoir qu'en moyenne, une femelle pond 250 œufs dans sa vie, qui dure 1 mois. Alors le centre de démoustication est sur le pont en intervenant principalement chez les particuliers de la métropole à leur demande. Nous avons à notre disposition du bacille de Thuringe, qui est une bactérie que la larve aquatique va ingérer. Et cette bactérie va libérer des toxines qui vont finir par percer la paroi intestinale de la larve. Le moustique tigre représente une véritable question de santé publique. Il peut transmettre des maladies dites arboviroses comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. Alors l'Agence régionale de santé se tient prête à réagir en cas d'alerte. 92% de la population de Gironde vit dans une commune colonisée. Et cette année, on a une situation épidémiologique internationale exceptionnelle, puisqu'il y a une grosse épidémie de dengue aux Antilles, en Amérique du Sud. Donc effectivement, c'est un sujet important en Gironde cette année. Au premier cas signalé, l'ARS déploiera un protocole précis défini par le ministère de la Santé avec démoustication intensive de la zone où vit le premier cas pour éviter la mise en place d'une chaîne de transmission. Restons dans le sud-ouest et presque dans l'eau pour découvrir un autre atout touristique de la région, les ports de la ville de Ramonville, près de Toulouse. Cette petite commune abrite le 2e plus grand port de plaisance du canal du Midi. 100 bateaux y sont arrimés et des habitants y vivent toute l'année. Parmi eux, Chris, qui réside sur sa péniche depuis 36 ans. Écoutez-la au micro de notre partenaire sur place de la Dépêche du Midi. J'ai toujours été très nomade dans ma tête, si vous voulez. Et là, quand je suis arrivée à Toulouse, que j'ai vu les péniches, je me suis dit non, mais c'est ce qu'il me faut, quoi. Je suis arrivée à Toulouse avec tous mes enfants et en camion. Et là, j'ai dit, mais c'est ce qu'il me faut au lieu de déménager tout le temps. Et donc, j'ai acheté une coque, cette coque que vous voyez qui est magnifique. Enfin, ouais, je suis tombée amoureuse de la coque. J'ai bâti toutes les superstructures pour pouvoir habiter dedans. Et depuis, j'ai beaucoup navigué avec, voilà.
Voilà, ici en plus de naviguer, vous profitiez de votre été pour vous balader en forêt. Partout en France, des accompagnateurs organisent des sorties pour mieux connaître la faune et la flore de nos bois. Dans les Vosges, vous allez le voir, une passionnée propose, elle, des balades gustatives à la découverte de plantes comestibles. Une cueillette suivie d'un atelier cuisine. Immersion lors de l'une de ces sorties avec Anaïs Gail et Hélène Leplat de la rédaction de Vosges Télévisions. Regardez. Paniers à la main et sens en éveil, pour ce petit groupe, ce n'est pas une balade comme les autres. Ici, on observe, on sent et surtout l'on goûte, car sous nos pieds, la forêt recèle de trésors gustatifs. Tu frottes, puis tu sens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la nature réserve bien des surprises. Bien joué. C'est champignon, c'est quoi ça? Alors, c'est pas mal quand même. Parce que voilà une plante, non mais vous allez la sentir quand même, qui sent pas bon du tout quand on la ramasse, mais qui à la cuisson développe un parfum de champignon. Nous sommes du côté de Frébécourt dans l'ouest vosgien. Ici, Blandine Cateau connaît les bois comme sa poche. Avec sa petite société Bleuet Sauvage, depuis 10 ans, elle propose des promenades gustatives à la découverte des plantes comestibles. L'idée, c'est donc d'emmener des petits groupes à la rencontre des plantes et de cueillir ce qui est utile pour faire ensuite un goûter ou un repas ou une mise en bouche. Parce que finalement, il y a beaucoup de plantes qui sont comestibles dans la forêt. Dans la forêt, on peut rencontrer une trentaine de plantes communes, courantes, qu'on peut ramasser quasiment pendant 6 mois de l'année. Et pierre des bois, plantain, alière ou origan sauvage, à chaque pas, les promeneurs découvrent de nouvelles saveurs, plus ou moins appréciées. T'étais le goûteur officiel, j'ai l'impression. Ah oui, il y en a des bonnes, ouais. Il y en a une, c'est un goût de concombre. Mais il y en a d'autres, c'est pas bon. Une manière aussi de se reconnecter à son environnement et de redécouvrir la forêt sous un œil plus avisé. On a quand même perdu pas mal de repères sur tout ce qui est nature, donc je pense que c'est très important de s'y remettre un petit peu. Direction les cuisines maintenant pour la transformation des plantes. Il faut d'abord bien les trier, puis les hacher, avant de concocter l'une des nombreuses recettes élaborées tout spécialement par Blandine. Ça, c'est parti, à la cuisson. Gâteau au chocolat et lierre terrestre, cookies aux orties ou encore sablés à l'égopode, de quoi surprendre les papilles, et pourtant. Je pense qu'on revient à nos origines en faisant ça. Je pense que c'est pas si vieux que les grands-mères faisaient la soupe à l'ortie au repas du soir. Mais à la dégustation, il semblerait que le travail est payé. Je trouve ça très bon. Et il y a des choses qui sont meilleures que les autres quand même. Un concept à découvrir donc à la journée ou à la demi-journée. Bleuet Sauvage propose en moyenne 2 ateliers par semaine, du mois d'avril jusqu'à fin septembre. Voilà, si vous découvriez votre région vue du ciel, l'idée forcément séduisante se développe près du Mans, où il est désormais possible d'accéder à la pratique du coavionnage, grâce à une plateforme d'ailleurs internet. Des balades aériennes à réserver seules ou à plusieurs. Les précisions avec ce sujet de Florian Wozniak et d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Exceptionnellement, nous quittons le département pour nous rendre dans l'Orne, à l'aérodrome de Mortagne-au-Perche, situé à 25 km au nord de Mamers. Depuis un an, l'aéroclub a intégré une plateforme de co-avionnage, Wingly, et propose ainsi une nouvelle offre de voyage. Avant, et encore aujourd'hui, on fait des petits vols d'initiation, mais ils sont limitants. Il y a des limites de temps et des limites de distance. Avec Wingly, on a la possibilité, en frais partagés, avec un pilote nommé par l'Aéroclub, de faire des vols quasiment sans limite de temps, sans limite de distance. C'est tout à fait faisable, possible. Comptez environ 4 heures d'autonomie pour une vitesse de croisière à près de 200 km/h. Pour un vol dans ce quadriplace, le montant s'élève à 195 € par heure, des frais partagés entre les passagers et le pilote. Ça nous donne quasiment le nord de la France et une partie de la Bretagne. Et si on descend, on peut aller pareil presque jusqu'à Bordeaux. L'itinéraire de vol est donc à la carte du client. Sur Wingly, on est obligé de mettre donc une destination, des objectifs. Mais finalement, en fait, je m'adapte à ce que veulent les gens, en fait. Eux, s'ils ont une destination, moi je vois si c'est possible. Et puis donc je prépare le vol en conséquence. J'ai emmené des gens qui voulaient survoler des lieux de leur enfance, voilà, donc au niveau du Perche. Et on est revenu un peu sur des lieux qui n'étaient pas touristiques, mais en tout cas qui étaient des lieux personnels, un petit peu intimes. Pour réserver l'un de ces vols personnalisés avec le pilote Arnaud, rien de plus simple.
Il vous suffira de vous connecter sur la plateforme wiggly.io et d'y entrer votre date de départ ainsi que le lieu du décollage. Et puis direction le Grand Est dans ce journal avec ce petit coin de paradis. En 40 ans, ce couple passionné de botanique a transformé son terrain en un véritable jardin exotique. Ensemble, ils cultivent des centaines de plantes venues des 4 coins du monde. Et l'endroit est si joli qu'il est régulièrement ouvert au public. Regardez cette visite guidée que nous propose Gueltas Philippe de notre partenaire Puissance TV sur place. Depuis qu'ils se sont installés ici, ils chérissent leur bout de terre de 2500 mètres carrés. Mon père, il faisait paître des animaux. 2 extensions plus tard, le terrain d'aujourd'hui, 7000 mètres carrés, est nettement plus fourni, le résultat de 40 ans de passion libératrice. Ça m'a aidé dans ma vie, ça a été mon jardin a été mon sauveur dans mon parcours de vie. C'est apaisant, c'est créatif aussi, voilà. Voilà. Et puis ça ressource. L'occupation de fin de semaine est devenue avec l'âge une passion pour laquelle il ne compte plus les heures, ni même les kilomètres. Ce boulot que vous avez là, qui est présent là, on est allé le chercher à Bourg-en-Bresse. On a quand même fait 700 km aller-retour pour aller chercher un arbre. Parce qu'on ne le trouvait pas ici. Donc c'est question d'écorce. De toucher. Quand on le touche, il est très doux. Le couple de retraités est rapidement devenu expert en botanique, captivé par la flore de toute la planète, comme ce conifère d'Amérique latine. Leur jardin, ouvert à la visite depuis 2001, est aussi pensé comme un lieu d'échange et de partage. D'avoir ouvert le jardin au public, surtout ce qui est passionné, c'est qu'on en tire des choses. On en tire des informations. Et on donne des informations. Et des relations aussi. Et des relations. Oui. On a des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés en France, qu'on rencontre aujourd'hui. L'association que le couple a fondée permet à Françoise et Alain de vendre les boutures de certaines plantes rares et ainsi transmettre leur passion du jardin. Plusieurs espèces d'arbres sont aujourd'hui menacées par la hausse des températures et l'apparition de nouveaux parasites. Alors pour les sauvegarder, des campagnes de collecte de graines sont organisées. C'est le cas, par exemple, en Picardie, de l'arbre qui s'appelle l'orme lisse. Jérôme Houbron, journaliste à WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord, vous emmène en forêt de Compiègne à la découverte de cet arbre et de ceux qui travaillent à sa protection. Regardez. Quand vous voyez une marque comme ça sur l'arbre, ça veut dire que c'est l'orme lisse. C'est un peu une mission sauvetage en pleine forêt de Compiègne, une mission au secours de l'orme lisse. C'est cette espèce rare d'arbre connue de la région et dont la population ne cesse de diminuer. Pour en préserver l'essence, l'Office national des forêts et le Conservatoire botanique de Bailleul lancent un plan de sauvegarde. Objectif, reboiser les forêts picardes. L'idée, c'est que ces plans nous servent dans nos projets de reconstitution et d'enrichissement. Alors notamment sur des parcelles qui ont pu être impactées récemment par rapport à des problématiques de dépérissement que l'on a en forêt. Et l'idée, c'est de reconstituer des secteurs de forêt où ces essences ne sont pas présentes pour pouvoir aussi avoir cet aspect préservation de l'espèce. Les forêts de Lègue, Chiry-Ourscan et Compiègne ne comptent que quelques centaines d'ormes lisses. Et pour cause, son habitat, forestier et humide, disparaît. Alors dans les feuillages, à même le sol, les élèves du lycée agricole d'Hérion sont chargés de collecter les précieuses graines que l'arbre libère au printemps. Il faut juste repérer les bonnes graines et regarder s'il y a du duvet dessus. Après c'est un coup à prendre, c'est l'identification, on est dans une formation où on apprend à le faire. Donc on sait aller au détail pour les identifier. Pas facile de reconnaître un arbre parmi tant d'autres. Heureusement, l'orme lisse a quelques particularités. On voit en bordure de ces samars des petits cils blanchâtres, c'est typique de l'espèce. Et ensuite, sur des sujets plus développés, on a la présence de contreforts sur la partie inférieure de l'arbre. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de l'essence. Une fois triées et séchées, les milliers de graines prélevées seront mises en culture par le lycée horticole de Ribécourt. Réduire sa consommation énergétique, c'est aussi s'engager dans la préservation de l'environnement, à l'instar du développement des énergies propres. Parmi elles, l'éolienne est incontestablement la plus connue, mais aussi la plus débattue en France. Si son aspect extérieur est souvent critiqué pour enlaidir les paysages, son intérieur, lui, nous est encore secret. Alors que se cache-t-il dans une éolienne? Les révélations et explications de la chaîne TVR, près de Rennes, ce reportage.
À la question à quoi ressemble l'intérieur d'une éolienne, voici la découverte de l'une d'elles sur le parc éolien de Teyet, au sud-est du département. La visite commence par le passage dans un monte-charge, puis la prise d'une échelle exiguë, avant de se retrouver à 100 mètres de hauteur, dans ce qu'on appelle la nacelle, la partie rectangulaire au-dessus du mât, à la base des pales. C'est ce qu'on appelle le moyeu ou le hub, donc il y a les 3 pales. Derrière moi, il y a la multiplicatrice qui permet de multiplier l'énergie, donc ça peut créer un rapport de 100. On arrive à 1200 tours minute, la génératrice, et derrière vous, le convertisseur. Donc qui derrière, la 690 volts qui est multiplié après avec le transformateur en 20 000 qui est réinjecté sur le réseau. Cette éolienne à 3 millions d'euros appartient à la société bordelaise Valorem, qui entend bien en implanter beaucoup d'autres dans le département. Un projet comme celui qu'on a juste derrière nous, il a mis 17 ans à se construire, ce qui est beaucoup trop long. Nous, on pense que ces projets-là, on peut, en prenant le temps de concerter avec la population, en prenant le temps de faire toutes les études environnementales nécessaires, on pense que c'est des projets qui peuvent sortir de terre en 4 ans. Valorem possède déjà les 4 éoliennes du site de Teyet, installées en 2019. Elle travaille à ériger la prochaine pour 2025. Et puis direction l'Isère dans ce journal pour une escapade souterraine. Parmi les merveilles de la région, les grottes de la Balme occupent une place bien à part. Le site abrite plus d'1 kilomètre d'exploration où se mêlent touristes et chauves-souris. Avec des températures très fraîches sur place, le site est aussi un moyen d'éviter le choc thermique pendant les chaudes journées estivales. Regardez ce reportage de notre partenaire Télé Grenoble. Donc là, il y a un petit passage assez étroit, il faut vraiment se faufiler et faire preuve vraiment de souplesse. Mais il faudra aussi faire preuve d'humilité face à la beauté naturelle de l'une des 7 merveilles du Dauphiné. Dans le Nord-Isère, les grottes de la Balme offrent au public un spectacle riche en découvertes et en histoire dans l'espace naturel sensible des coteaux de Saint-Roch. On rentre par un porche qui fait à peu près 35 mètres de haut, donc déjà c'est déjà impressionnant. Ensuite on arrive dans un espace très ouvert avec des dimensions de cathédrale. On y trouve des lacs, on y trouve des labyrinthes aussi, 2 labyrinthes qui sont très spécifiques des grottes. On y trouve des gourds, donc ces petits bassins qui sont tout à fait magnifiques. Donc ces passages ils sont formés tout simplement avec le passage de l'eau pendant des milliers d'années. Alors ici vous avez une formation un peu particulière qui s'appelle une marmite de géant. Qui est une formation complètement naturelle. Ça se forme de manière assez simple. On a de l'eau qui va couler, qui va tourbillonner et qui va emporter avec elle des cailloux ou un peu de sable. C'est un phénomène d'érosion mécanique assez simple à comprendre. Et donc celle que vous avez là, cette marmite de géant, elle a environ 130 000 ans. Ce qui fait aussi la particularité des grottes de la Balme, ce sont ses habitants. Elles sont réputées pour héberger une grande variété de populations de chauves-souris. Les grottes accueillent différentes espèces d'oiseaux dont certaines sont rares, comme des rapaces nocturnes, en plus d'avoir ouvert la porte à quelques mammifères, eux aussi extrêmement rares. Donc là on s'engouffre dans le labyrinthe de François Ier. C'est une peinture d'un artiste lyonnais qui s'appelle Théodore Lévigne et qui a été réalisée en 1882. Elle est là pour commémorer un événement historique majeur à la fois pour le village mais aussi pour les grottes, à savoir la venue de François Ier en personne aux grottes de la Balme, en 1516. Entre histoire, géologie et écosystème, les grottes de la Balme sont la promesse d'une évasion à la découverte des travaux époustouflants de l'architecte la plus talentueuse au monde, la nature. Voilà, et puis c'est un retour dans l'histoire. Depuis près de 20 ans, le mémorial Alsace-Moselle ouvre ses portes au grand public. Le musée se consacre au passé très spécial de la région, notamment marqué par la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1 an maintenant, le site propose des visites guidées, vous allez le voir, à la lumière de la lampe torche. La mémoire des victimes est ainsi d'autant plus éclairée. Une visite immersive signée Elisa Wittich pour notre partenaire Moselle TV. Entre 1870 et 1945, l'Alsace et la Moselle ont changé 4 fois de nationalité. C'est cette histoire que Mélanie Alves-Rollo,
guide au mémorial depuis 2017, va compter à la lumière de sa lampe torche. Quand vous passez du centre-ville de Metz, qui est très médiéval, et que vous allez vers la gare, vous voyez bien l'architecture allemande de cette époque-là et le changement aussi, rien que dans la couleur de la pierre. Le public évolue à travers 17 espaces, reconstituant les époques et les dates clés de cette histoire commune entre Alsaciens et Mosellans. L'intensification des combats sur les territoires frontaliers semble imminente. Dès 1939, plus de 600 000 personnes quittent la région pour rejoindre le sud-ouest. En 1940, l'Alsace et la Moselle sont annexées par le Troisième Reich. Là, vous voyez la population alsacienne et mosellane qui s'apprête à repartir en Alsace-Moselle. Donc là, ils sont dans le sud-ouest en train de reprendre des forces. Vous allez bien les voir voyager dans les wagons à bestiaux. Donc même conditions de voyage qu'au retour. Et pour ceux qui rentrent, ça va être le choc. Le choc, puisqu'ils reviennent dès l'été 40, alors que l'Est de la France est occupé par le régime totalitaire. Le cauchemar de l'incorporation de forces commence. Pas moins de 130 000 Alsaciens et Mosellans devront se battre sous l'uniforme nazi. On a l'impression d'être dans le quotidien des gens parce qu'il y a beaucoup d'objets dont on montre des détails comme les bérets qui est interdit. C'était très impressionnant effectivement l'architecture allemande qui nous tombe dessus. Vraiment on a l'impression de traverser l'histoire de la région. Le village de Schirmeck, niché au cœur de la vallée de la Bruche, continue de livrer son histoire chahutée, qui fut celle du territoire entre la guerre de 1870 et les prémices de la création européenne au service de la paix. Voilà, c'était le grand JT des territoires de l'été. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition d'été. Au revoir à tous.